Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités, je voudrais vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté de répondre à l'invitation que je vous ai adressée de nous retrouver ce matin ici dans cette salle afin que je délivre à votre attention un message relativement à la situation sécuritaire telle que nous la vivons aujourd'hui, mais telle que nous l'avons vécue et gérée depuis des années, depuis un peu plus de 10 ans, car en effet, ce qu'on appelle l'insécurité dans l'espace sahélo-saharien date, si on doit prendre un repère précis, mais un repère légitime, pertinent. Cette insécurité, on la daterait de l'année 2011, qui est, pour notre espace à nous, l'année qui avait vu la chute du régime du colonel Muammar Kadhafi en Libye et dont les contre-coups se sont ressentis sur tout notre espace, qui en aura été passablement perturbé, désorganisé. Et cette situation, pour dater de si longtemps, n'en continue pas moins malheureusement d'évoluer et de se développer sans que nul, quelle que soit son expertise, sache quand elle s'arrêtera et où elle pourrait conduire. En effet, avant 2011, c'est vrai qu'en matière de sécurité, les choses, si on devrait les rapporter à notre vie antérieure, avaient déjà connu un certain changement. Car vous vous souvenez, il fut un temps où il n'y a presque pas d'armes qui circulent dans nos pays, dans notre pays à nous, que nous connaissons encore mieux. J'ai l'habitude de dire que de 1964, qui était l'année de l'épilogue de la tentative de rébellion portée par le parti Sawaba au Niger, jusqu'à 1990, il n'y a pas eu une seule arme qui ait été utilisée par un soldat du Niger contre un ennemi identifié comme un ennemi du Niger. Il a pu y avoir de 64 à 90 quelques goumiers qui aient tiré sur des voleurs, quelques gendarmes, quelques policiers peut-être. Mais un ennemi du pays identifié comme tel, parce qu'il remet en cause la stabilité de l'État et des institutions contre lequel nous avons pu mobiliser notre armée, il n'y en a pas eu. Tant et si bien que il a pu arriver que
des contingents nombreux de jeunes formés dans notre armée et puis faire toute une carrière sans avoir jamais eu affaire à un ennemi. C'était le Sahel des années 60, des années 70, des années 80, des années 90. Vous vous souvenez du rallye Paris-Dakar, de ces jeunes Européens qui venaient à moto, qui bivouaquaient dans le désert. Vous vous souvenez de ces touristes dépanaillés que vous retrouviez dans le plus fond de l'Aïr, de Termites et des autres zones, sans que jamais ils aient pensé que quelque chose pourrait leur arriver. À partir de 90, les choses ont commencé à changer progressivement, mais nous avons basculé dans la violence et par la suite carrément dans la guerre à partir de 2011. Cette épreuve, elle n'était pas prévisible pour nous. Nous n'y étions pas préparés. Nous n'étions pas davantage préparés. Nous en avons été surpris. Il se trouve qu'au moment où les événements s'accéléraient en Libye et que leur dangereux épilogue se dessinait et pouvait aisément être deviné et se lire tout simplement, nous avions fini notre élection au mois de mars 2011. On était en pleine révolution en Libye. Et le président Issoufou avait été investi, le 7 avril. Et la première des choses dont nous avons eu à nous occuper dans le cadre de la mission qui lui était confiée, c'était cette situation et ses conséquences prévisibles. Depuis ce jour, j'ai été à toutes les réunions qui étaient très régulières, hebdomadaires en principe, du Conseil national de sécurité qui réunit un certain nombre de responsables politiques et militaires pour réfléchir à cette situation et y répondre de façon adéquate. Ça me fait bientôt, par conséquent, un certain nombre de mes collègues, de mes collaborateurs aujourd'hui, de mes camarades, et moi, 11 années de présence assidue à cette instance d'évaluation de ce que nous faisons, mais de réflexion aussi sur ce que nous avons à faire. Certains d'entre nous ont changé de poste, mais moi, tous les postes que j'ai occupés pendant ces 10 années m'ont donné l'occasion d'être présent à ces rencontres, à ces réunions et à prendre part à cette réflexion sur la base des rapports qui nous sont faits de façon quasi hebdomadaire par les responsables de nos forces de défense et de sécurité. S'il y a une question sur laquelle je suis bien informé, c'est bien cette question de sécurité. Nous avons dit que nous sommes un pays qui a connu des facteurs de déstabilisation qu'il fallait que nous identifions bien, qu'il fallait que nous cernions bien. Nous avons eu affaire dans les années 90, vous vous souvenez, à des rébellions.
à tendance irrédentiste, portée par des jeunes, au nom de revendications qui consistaient à dire « nos communautés ont été marginalisées ». Pendant longtemps, nous avons été marginalisés et nous voulons exprimer notre volonté de ne plus accepter cet état de fait. Et ces jeunes Touaregs, Toubou Teda, Toubou Daza, avaient pris des armes en 1990. Jusqu'en 1998, les derniers accords ont été conclus avec les FARC et le FDR, les FARC au nord, le FDR à l'est, dans le sillage des accords de 1995 avec le FLA. Les dénominations ont beaucoup changé, même le ministre d'État russe certainement ne les retient pas tout à fait. Tout cela s'est conclu vers l'année 1998. Nous n'avons pas oublié que nous avons eu affaire à un phénomène comme ça. Maintenant qu'il y a ce grand chambardement et qu'il était prévisible que les arsenaux du régime libyen appelé à disparaître vont être pillés et vont faire l'objet de trafics importants, nous nous sommes dit qu'il n'était pas impossible que ces jeunes-là, pour certains d'entre eux en tout cas, puissent s'en servir et porter les mêmes revendications, parce qu'on est dans un contexte de grand bouleversement. Je n'oublie pas qu'en 2007, encore, il y a eu la résurgence du même phénomène, avec les mêmes revendications, mais dans un contexte déjà différent, plus dangereux, où la zone du Sahel était devenue un grand couloir du trafic de la drogue, qui mettait à la disposition de ces jeunes des moyens dont ils n'avaient pas bénéficié dans la première génération des rébellions. Avec usage, vous vous souvenez déjà des moyens de communication rendus possibles par les nouvelles technologies. La première des choses que nous avons voulu faire et que nous avons faites sous l'autorité du président Issoufou, c'était de mettre en œuvre une gouvernance qui mette à l'aise tous nos compatriotes et qui ne donne le sentiment à aucun d'entre eux qui n'est pas intégré par la République dans le cadre des mécanismes républicains de l'intégration des citoyens. Cette politique, nous l'avons réussi avec beaucoup de bonheur. Car aujourd'hui, moi je veux vous le dire, le problème du Mali, il réside dans le fait que ça n'a pas été fait. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, personne ne craint que des jeunes Touaregs ou que des jeunes Toubou Teda ou que des jeunes Toubou Daza puissent considérer qu'ils ont des raisons de ne pas être à l'aise dans la République. Il y en a qui essaient de tenter quelque chose, mais ça ne donne rien. Parce que la politique, toute de sagesse et toute de volonté que nous avons mise en œuvre dans cette perspective a été une politique solide qui a raffermi
les bases de notre unité et qui n'a pas laissé place à l'expression des volontés de nuisance, si minoritaires soient-elles, ou même lorsque il y en a eu sous forme de tentation, elles n'ont pas prospéré. Je veux que nos citoyens sachent que ça avait été un moment important et ça avait été quelque chose sur lequel nous avons pu édifier des institutions qui sont restées solides et c'est leur solidité qui explique que nous ayons tenu. Au Mali, ils n'ont pas plus de Touaregs que nous. Ils n'ont pas plus d'Arabes que nous. Mais, depuis 2012, les 2/3 de leur territoire échappent à l'expression de la souveraineté de l'État. Malgré la grande mobilisation de la communauté internationale, qui s'est traduite sous les espèces de la mise en œuvre de la MINUSMA, de l'arrivée de Serval, de sa transformation en Barkhane, de l'arrivée de Takuba par la suite. Malgré toutes ces forces présentes, l'État du Mali n'a pas jusqu'aujourd'hui été capable d'affirmer sa souveraineté sur l'entièreté de son territoire. Et le terrorisme s'est développé en son centre et a irradié sur les territoires voisins du Burkina Faso et à partir de son nord sur le territoire du Niger, pour devenir un phénomène totalement sahélien, en tout cas caractéristique des pays du Sahel du centre. Mon propos ici est de dire que nous avons mis en œuvre une gouvernance qui a eu la vertu de consolider notre unité. Déjà, et c'est très important ça, pour un État. Le reste est une affaire d'ingénierie, est une affaire d'organisation, une affaire de moyens. Et à cet égard, nous sommes le pays le plus exposé aux organisations terroristes parce que nous, contrairement à tous les autres, nous faisons face à plusieurs foyers en même temps. Nous avons très tôt été confrontés à Boko Haram. Le 2 février 2015, nous avons noté la première attaque massive sur la ville de Bosso. Et depuis ce jour, nous gérons cette situation. Depuis 2014-2015, nous avons assisté aux incursions des groupes terroristes de l'État islamique dans le Grand Sahel. Ça a commencé en 2014 par l'attaque de la prison civile de Walam. Ça s'est poursuivi par des attaques sur des patrouilles. Puis ça s'est étendu à Bani Bangou,
au cours de l'année 2016, puis à Abala, toujours au cours de l'année 2016, et depuis lors, ça n'a fait que croître. Puis par la suite, à partir de 2018, nous avons assisté à un autre phénomène, qui est celui de la prévalence d'un phénomène de banditisme d'envergure tout le long de notre frontière de la région de Maradi avec le Nigeria. Ça avait commencé par notre frontière avec l'État de Katsina, ça s'est étendu à l'État de Zamfara, et puis la tendance actuelle, c'est d'aller vers l'État de Sokoto, ce qui fait que ça ne touche plus que Maradi, ça touche Tawa et ça touche Dosso aussi. La forêt de Tagimba, elle est juste en face de Dankasari, et là vous avez des foyers de bandits lourdement armés, dont le mode d'opération les fait littéralement ressembler au mode d'opération des terroristes. Eux, ils traversent la frontière, ils kidnappent nos citoyens, ils leur volent leur bétail, ils les maintiennent pour exiger le paiement des rançons. Puis par la suite, à partir de 2019, le front de la Katiba de Massina, dont la matrice est justement le centre du Mali, s'est étendu pour contaminer les régions nord et est du Burkina et a fait incursion d'abord dans la région de Torodi, puis s'est métastasé pour contaminer Terra, même Bankilare, le Gorwol, et même Saï, Tamou et Saï aussi aujourd'hui. Voilà un autre front que nous avons à gérer. Plus le nord de la Libye, où vous n'avez pas d'État, dans le sud, qui est une grande plateforme sur laquelle évoluent des organisations criminelles qui prospèrent dans le trafic des armes, qui se déversent justement sur les foyers de violence du Sahel, qui prospèrent du trafic de la drogue transsaharien, qui prospèrent du trafic du carburant et de toutes ces choses qui peuvent provenir d'un pays riche comme la Libye, où l'État n'existe que de façon, à certains endroits, moins que symbolique même. On veut évaluer ce dont nous avons été capables. Il ne faut pas le faire de façon abstraite, il faut le rapporter à la réalité et faire des comparaisons. Nous sommes un pays dont l'économie a les mêmes caractéristiques que le Mali et le Burkina Faso. Nous sommes même un peu plus pauvres que eux. Notre budget, lorsque vous comparez nos budgets respectifs, il est inférieur au leur. Le Burkina fait 278 000 km². Nous faisons 1 million de km² de plus. Le phénomène vient d'affecter le Burkina seulement dans les années 2016, mais surtout 2018, vraiment. Aujourd'hui, au Burkina, vous avez 1 650 000 personnes déplacées du fait de la violence. Imaginez que nous n'ayons eu qu'à préserver un territoire de la taille des régions de Tillabéri et d'Osso et une toute petite partie de Tawa. Ce serait ça, le territoire dont nous aurions à nous occuper. Mais nous avons 1 million de kilomètres en plus. Sur des espaces où, à notre frontière,
Nous n'avons pas un seul soldat des pays voisins. C'est le cas avec la Libye. Je suis un chef d'État, je parle en toute responsabilité. C'est le cas avec le Mali. C'est 800 000 km², les quelques petits postes militaires avancés que nous avions en face de nous et avec lesquels nous coordonnions un temps soit peu à un moment donné, ils ont été abandonnés parce que les terroristes ont submergé nos frères maliens. Aujourd'hui, vous n'avez aucune présence à Ndarboukan, vous n'avez aucune présence à Ndélimane. Ndélimane, c'est en face de Inates. Ndarboukan, c'est en face de Chenagodar. Pour trouver un soldat malien, il faut aller jusqu'à Menaka, il faut aller jusqu'à Ansango, il faut aller jusqu'à Gao, dans toutes les régions du nord, voisines du Niger. Et si c'est du côté de Kidal, il faut aller au-delà de Kidal. Hein. Ça, c'est une forme de défi qui a ses exigences. Il ne faut pas parler du Niger comme de quelque chose d'abstrait, mais parler du Niger dans ce contexte-là. Et les forêts, et la forêt, c'est un continuum, une forêt qui commence à Sokoto, qui traverse Zamfara, qui va à Katsina, qui va au sud de Kano et qui va à l'intérieur. Ça, c'est animé par des bandits de grands chemins avec des capacités militaires typiques des organisations caractéristiques, terroristes, pardon. Et vous écoutez les radios en langue Hausa et vous avez une idée de ce qui se passe dans ce pays plus grand que nous, avec beaucoup plus de moyens que nous. De ces forêts-là, vous avez des excursions, des gens qui viennent, qui nous nuisent et qui repartent. Je ne parle pas de Boko Haram, où là également, les plus grands foyers, tous les foyers, étaient en territoire nigérien. Ces dernières années, il a pu y avoir quelques îles de chez nous, à l'est, où ils ont commencé à prendre pied. Puis vous avez toute la région de la Libye droite, désormais. Mais nous y avons fait face. Parce que nous avons décidé d'accroître les capacités de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons décidé une politique de montée en puissance qui a consisté à accroître les effectifs. Quand nous sommes venus, nous avons des effectifs bien déterminés. Aujourd'hui, nous les avons 3 fois plus. Et notre volonté, c'est d'atteindre 50 000 soldats d'ici 2025. Nous sommes à 30 000. Quand nous sommes venus, c'était 11 000. Quand nous étions venus, nous n'avions pas un homme, un fusil. Nous avons fait en sorte que nous ayons cette adéquation, un homme, un fusil, nonobstant le fait que nous ayons multiplié les effectifs. Une montée en puissance qui consiste à les doter des équipements à la hauteur de la situation. Personne ne peut nier que nous avons accru de façon exponentielle, j'utilise le terme, le nombre de véhicules dont se servent nos forces de défense et de sécurité. Nous avons acquis des équipements modernes, des fusils, des avions. Nous avons amélioré les primes et nous avons développé le concept des opérations. Aujourd'hui, nous avons plusieurs opérations. Les effectifs engagés en permanence
sont de 3221 personnels à Difa, qui sont en opération, c'est-à-dire ils sont sur un terrain, ils ne sont pas dans leur famille. Nous avons une grande opération qui s'appelle Al-Mahaou, qui est basée à Walam. Ses effectifs, c'est 2223 personnels. Nous avons une opération NIA que nous venons de monter ce mois-ci sur la rive droite. C'est 2160 personnels. Nous avons une opération d'Amissa dans la région de Dosso, 525 personnes. Nous avons une opération Yarti dans la région de Tilaberi Est, frontière avec Dosso, 299 hommes. Nous avons une opération Fassa vers Lanzuru, c'est 208 personnels. Nous avons une opération Chara, c'est à l'ouest de Tawa, à partir de Tilia et à l'ouest. Nous avons un bataillon dans le G5 Sahel, il est basé à Bankilare, ça fait 675 personnels. Nous avons l'opération Farauter Bouchia, qui est le long de la région de Maradi, ça fait 1000 personnels, avec une composante air de 1000 personnes. Ça nous fait 11 761 personnels auxquels il faut assurer l'alimentation, les véhicules, le carburant, la maintenance des véhicules, les armements et tous les équipements nécessaires, les munitions, les services de santé, l'habillement convenable et les primes de déplacement. Nous avons fait une prime mensuelle de 90 000 à quiconque se trouve sur les opérations comme celle de Difa ou comme celle de Al-Mahaou. Nous avons des terrains très difficiles. Pour aller de Baleara à Banibangou, pour moins de 200 km, c'est 6 heures. Pour se déplacer de Banibangou pour aller à Chinagodar, c'est une quarantaine de kilomètres, mais ça vous prend plus de 2 heures. Pareil si vous devez aller à Tiloa. Pour aller de Walam à Inates, ça vous prend 48 heures. Nous n'avons pas de route, malheureusement. Ce sont des opérations pénibles, âpres, difficiles pour nos soldats. Mais, ils ont tenu et ils tiennent. Mais ils tiennent. Tout à l'heure, j'avais dit que de 64 à 90, on n'avait rien fait, on n'avait pas d'ennemis. Oui, parce que j'entends les gens dire, vous savez, le président Kounché, lui, il n'acceptait pas, mais il n'y avait pas de menace. Pourquoi il aurait accepté quelque assistance que ce soit? Il y avait un petit contingent français ici qui ne servait peut-être qu'à protéger le président Jory, ou je n'en sais rien, et qui ne l'a pas protégé, si ça c'était sa mission. Et puisqu'il n'y a pas d'ennemi, qu'est-ce qu'il aurait à faire? Donc il peut s'en passer. Il peut s'en passer. Les contextes ont changé aujourd'hui. Nous, c'est ça nos défis. Mais nous avons une armée que nous avons mieux équipée. Nous avons noué des partenariats avec des pays amis qui nous ont assuré une bonne formation de nos soldats. Nous avons, sur le conseil de nos forces, des responsables de nos forces de défense et de sécurité, privilégié la formation des forces spéciales. C'est ça qui explique que vous avez des Belges, vous avez des Français, vous avez des Canadiens, vous avez des Italiens, des Américains, pour nous former nos soldats. Ça ne remet en aucune façon en cause notre souveraineté. Je ne comprendrais pas ce que ça voudrait dire, parce que sinon, on voudrait que nos soldats ne soient pas bien formés, ou qu'on voudrait qu'on les amène
en Belgique pour qu'ils soient formés plutôt que ce soit dans notre pays. Nous avons, grâce à l'assistance de nos partenaires dans le cadre des formations de forces spéciales, disposé d'équipements et d'infrastructures que nous n'aurions jamais pu avoir et qui ont par conséquent considérablement amélioré les capacités de nos armées, tant et si bien qu'elles sont capables de tenir notre pays. Moi, si je suis allé à Baroua, c'est parce que je sais que je ne cours aucune forme de risque, parce que j'ai des forces qui me protègent. Et c'est ma confiance dans ces forces qui fait que je peux aller à Baroua. Je peux aller plus loin que Baroua. Le ministre Alka m'a dit de prendre l'hélicoptère pour aller à Baroua. J'ai dit non, je vais visiter les FDS de Kabalewa. Je vais visiter les Nigériens qui sont sur la route parce que je sais que je suis protégé. Et je vais aller en voiture jusqu'à Baroua, soutenir les gens de Baroua. Sous les régimes antérieurs, on avait créé une institution. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'épreuve, il n'y a pas eu d'ennemis, mais il y a eu une armée qui a été constituée sur des bases solides. C'est en cela que je rends hommage à ceux qui ont animé cette institution à l'époque, à ceux qui ont animé la police, la gendarmerie et la garde à l'époque. Ils nous ont légué de vraies institutions, sur l'esprit desquelles aujourd'hui nous reposons et grâce auxquelles justement, parce que ce sont des institutions qui fonctionnent selon la rationalité requise, nous faisons face à l'adversité. Maintenant que nous avons une autre épreuve. Au début, c'est vrai, comme en toute chose, notre performance n'était pas celle qu'on pouvait croire, mais aujourd'hui, à force d'épreuves, je peux vous dire que nos soldats sont devenus performants et le résultat, c'est que nous contrôlions notre pays. Nous contrôlons notre pays. Nous contrôlons notre pays. Nous n'avons pas 1 600 000 réfugiés. Pourquoi? Parce que, quelle que soit l'heure de la nuit, quand on dit que des voleurs sont venus à Maradi, à Gabi ou à Dankano, ou je ne sais quoi, je ne sais où encore, ils se lèvent et ils le poursuivent. Et ils le rattrapent le plus souvent. Nos soldats à nous ne disent pas, pour aller d'un point à un autre, qu'on leur ramène des hélicoptères. Ça se passe dans d'autres pays. Je n'ai pas à les citer. Parce que je vous ai dit, nous avons de vraies institutions. Nous sommes un pays pauvre. Nos effectifs ne sont pas nombreux. Nos équipements ne sont pas du niveau des pays riches, parce que c'est une question d'argent. Mais l'éthique, et en matière d'éthique, nous sommes tous des humains, nous sommes les mêmes. Mais du point de vue de l'éthique, nous avons pour nos FDS l'éthique qu'il faut pour leur métier. Ça, je peux vous le dire. Parce que j'ai 11 ans, moi, de réunions assidues et instructives qui m'ont permis de comprendre ces choses-là et qu'il me plaît aujourd'hui de partager avec vous. Mais la menace, elle s'accroît. Parce que nous ne sommes pas un isolat. Nous ne sommes pas un isolat. La menace s'accroît. Quelles que soient les performances de notre armée, quelle que soit la rigueur de leur discipline, si dans un pays voisin, les choses n'évoluent pas bien, et comme les terroristes, eux, ils sont transnationaux, on le sait, cela a un impact sur nous et nous met sous une très forte pression. Et cela est d'autant plus pénible et difficile pour nous
que nous n'avons pas affaire en l'espèce à un ennemi qui est sur place, qui est identifié, que nous pouvons aborder et affronter dans le cadre d'une symétrie des moyens et des postures. Non. Nous avons un ennemi qui est très rapide, qui circule à moto. Nous avons un ennemi qui ne nous combat pas forcément frontalement, qui passe dans un village, qui intimide les villageois, qui les humilie et qui leur arrache des dîmes, qui les oblige à lui payer des taxes. Nous avons un ennemi qui est cruel, qui peut venir décimer tout un village, cibler des personnes, piller des boutiques, brûler des écoles, saboter des antennes de téléphonie mobile. De tout cela, nous devons répondre. Nous devons faire en sorte qu'aucun Nigérien ne subisse l'humiliation, ne soit pressuré, ne voit son bétail être volé et conduit au Mali, être vendu au Mali. C'est mon devoir à moi de faire en sorte que tout cela cesse. Et c'est moi qui ai le plus mal quand dans l'Anzourou, ou quand dans le Tondikiwindi, ou dans la région d'Abala, des bandits viennent maltraiter des hommes devant leurs femmes, les intimider, les extorquer. Et mon devoir, c'est d'y répondre. Je vous ai dit qu'en matière de gouvernance, nous avons fait ce que nous avons à faire. En matière d'équipement, nous avons fait ce que nous pouvons. Par nous-mêmes, en ce moment, nous avons un programme d'équipement de notre armée de l'air de 200 milliards de francs. Je vais bientôt me rendre en Turquie et je vais visiter les usines où nous fabriquons nos drones et nos avions de guerre. Mais tout cela peut ne pas être suffisant. Et c'est pourquoi peut se poser pour nous la question des alliances avec d'autres partenaires. Nous n'avons aucune prévention contre qui que ce soit. Et nous sommes prêts à nouer des alliances avec tout ce qui le voudrait. Cela va m'amener à parler de nos relations avec nos partenaires occidentaux de façon générale. Je l'ai effleuré tout à l'heure, je vais m'y appesantir en donnant des explications relativement à certaines idées reçues qui sont recyclées par des personnes peut-être qui n'en comprennent pas le sens. Je vais d'abord commencer par l'opération. Nous avons une coopération technique de formation de forces spéciales avec le gouvernement américain, je l'ai dit tout à l'heure, très bénéfique. Les militaires sont là, ils peuvent l'attester, sans laquelle nous aurions été très diminués. Nous aurions été considérablement diminués, je vous assure. Il faut aller à Dirkou, il faut voir les véhicules dont dispose notre armée dans le camp du bataillon de Dirkou pour savoir que l'Amérique
nous a donné des choses extraordinaires. Ça ne ressemble pas à des véhicules de l'armée du Niger. Le gouvernement américain nous a réparé notre C-130. Je crois que rien que pour l'assurance ou je ne sais quoi, des petites contributions qu'on nous a demandées sur notre budget, ça nous fait une seule fois, je parle sous le contrôle du ministre Massoudou, il était ministre des Finances, je crois que nous avons débloqué 50 milliards. Ça, c'est pour quelque chose de connexe à ce qu'eux, ils font. Ils nous ont donné 200 C-130, grâce auxquels ils nous ont réparé le nôtre, ils nous ont donné 2 autres, grâce auxquels nous pouvons en un seul jour déployer des troupes nombreuses de Ningimi jusqu'à Tillabéri et dans tous les sens. Des formations de ce qu'ils appellent les FEN, les forces expéditionnaires nationales, qui font la différence. Lorsque vous les déployez, vous savez que vous avez déployé des militaires. C'est pareil avec un pays comme le Canada, si loin d'ici, qui n'a aucune entreprise au Niger. Et je l'ai dit une fois, c'est le bataillon formé par le Canada qui a donné les résultats de Tchomabangou. C'est pareil avec les Belges qui nous forment nos commandos de la zone de Maradi et qui se proposent de nous construire une grande base à Torodi, à l'image de ce que les Allemands nous ont construit à Tilia. Je me suis rendu à Tilia, j'ai vu les équipements, j'ai vu les infrastructures. Vous ne vous croirez pas au Niger. Comment peut-on nous reprocher? Comment peut-on nous reprocher d'avoir des relations avec ces gens-là? Nous, qui avons le devoir d'assurer la sécurité de nos citoyens en renforçant les capacités de nos forces, s'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est un procès juste? Ah, ils sont vendus aux Blancs. Mais la souveraineté, mes chers amis, je voudrais que vous sachiez que les 40% de notre budget sont assurés par des concours extérieurs en provenance de ces pays occidentaux. 40%. Alors, souveraineté pour souveraineté, pourquoi nous ne disons pas que nous n'avons pas besoin de leur argent? Pourquoi nous ne le dirions pas? Soyons cohérents, non? L'Union européenne nous fait un appui budgétaire annuel systématiquement ces dernières années de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 65,5 milliards de francs CFA, ça fait 2 mois de salaire. Et d'autres partenaires font des efforts identiques. Vous savez, le Niger, les années où il a dit qu'il pouvait se passer, où il s'est passé de l'aide extérieure, c'était sous le régime de feu le président Ali Seibou, quand nous n'avons pas été en mesure de répondre aux critères posés par le FMI pour bénéficier du programme d'ajustement structurel. Quand cette composante de notre budget structurel, et ça n'a pas changé, nous avait fait défaut, vous vous souvenez, on ne payait pas les salaires. Quand nous sommes allés gaillardement à la conférence nationale pour prendre un acte à travers lequel nous avons dit que nous ne voulons plus du programme d'ajustement structurel, nous nous en sommes passés. J'étais membre du gouvernement de transition avec Monsieur le Premier ministre Chefo Amadou, qui doit être dans cette salle et qui utilisait sa métaphore de la marmite vide. On n'avait pas payé les salaires non plus, vous vous souvenez. Quand par la suite, il y a eu le coup d'État du président Barré et que nous avons été privés des concours conséquents, nous n'avons pas pu payer les salaires. Je veux dire que quand on dit que nous sommes souverains, on n'a qu'à l'être jusqu'au bout. Et en ce moment, il ne faut pas prendre les bourses qu'on vous donne, qui ont été acquises justement par le concours des aides extérieures, ou ne pas prendre les salaires, ou ne pas marcher sur les routes. Je veux vous dire, toutes les routes que vous voyez ici sont des dons de l'Union européenne. Vous ne le savez pas, la route Niamey-Dosso, actuelle,
c'est l'Union européenne. C'est un don du 10e FED. La route Niamey-Torodi, frontière Burkina, c'est un don de l'Union européenne, 10e FED. La route Sarnawa-Madawa, c'est un don de l'Union européenne, 10e FED. La route Madawa-Guidan-Rumji, c'est un don de l'Union européenne, 10e FED. La route Zender-Guidimouni et Guidimouni-Moussari, c'est un don de l'Union européenne, 10e FED. La route Magaria, frontière du Nigeria, c'est le 10e FED de l'Union européenne. Les travaux de la route Baleyara-Filengue, c'est le 11e FED de l'Union européenne. La route Agadez-Tigidit, c'est un don de l'Union européenne, 11e FED. Les travaux de réhabilitation Zender-Tanout, c'est un don de l'Union européenne. Je ne veux pas citer la réhabilitation des routes en terre, ce serait trop long. Donc, s'il vous plaît, quand on dit que nous sommes souverains, nous, on ne doit pas accepter, mais on ne devait pas accepter, ils nous font même nos routes. Comment vous pouvez accepter leurs routes, mais que vous êtes souverain? Vous pouvez accepter l'argent avec lequel on vous paye les salaires, mais vous êtes souverain. Non, notre souveraineté, dans le contexte de notre situation économique, ce n'est pas propre à nous seulement, c'est propre à tous les pays pauvres, comme le nôtre, africains et extra-africains. Cette souveraineté, elle est très relative, parce que les pays qui sont riches, eux, ils considèrent que ça, ce sont des choses qui relèvent de leur souveraineté et ils ne demanderaient à personne de le leur faire. Nous, ce n'est pas des crédits que nous prenons, ce n'est pas des emprunts que nous faisons en l'occurrence, c'est des dons. C'est pourquoi nous ne nous posons pas beaucoup de questions parce que nous connaissons la réalité. Parce que nous connaissons la réalité. Donc, quand on dit que les Occidentaux, ça aussi c'est une idée reçue qui circule beaucoup et dont font les choux gras, les gens qui développent ces thèses néo-sankaristes, tiers-mondistes, des choses, des époques révolues. Ils oublient que la réalité a changé, que l'environnement international a changé, que l'économie mondiale a changé. Regardez, j'ai deux tableaux ici. Un tableau de 1962 et un tableau de 2017, qui ressemblerait à peu près à la même chose que à un tableau de 2018. Les tendances qu'il y a se sont encore un peu renforcées, c'est tout. En 1962, le secteur tertiaire, le secteur primaire, qui est en vert, ça c'est l'économie d'un pays occidental. Ça aurait pu être n'importe lequel des autres. Le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, en 1962, c'était 21%. Le secteur secondaire, c'est-à-dire les industries, les grandes industries sidérurgiques avec le charbon et tout ça, qui fabriquaient tout ce qui est manufacturé, c'est 37%. Et le secteur des services, le tertiaire, c'était 42%. Mais aujourd'hui, le secteur tertiaire, c'est ça qui est en rouge, c'est 75%, 76%. Le secteur primaire, c'est 2%, et le secteur secondaire, c'est 20%. Lorsque l'Occident était dans une économie régie par l'exigence de la accumulation primitive de capital, cette Europe-là avait eu besoin de matières premières pour se développer. Et c'est de là qu'a découlé la nécessité, dans le cadre de leur rivalité entre puissances occidentales, d'aller conquérir le monde pour ces matières premières. C'est ça le phénomène de la colonisation.
C'était dicté par les impératifs des exigences de l'évolution d'une économie qui était demandeuse de matières premières, lesquelles étaient davantage disponibles dans les pays arriérés qu'ils pouvaient conquérir, sur lesquels ils pouvaient faire main basse et exploiter ces matières premières pour développer leurs usines chez eux. Que ce soit le coton, que ce soit le fer, que ce soit le zinc, que ce soit n'importe lesquels des métaux. Mais aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Ils n'en ont plus besoin, le tableau est là pour le prouver. Aujourd'hui, l'économie s'est totalement financiarisée, elle s'est digitalisée. Les hommes les plus riches, c'est les jeunes gens là qui sortent des universités américaines. Hein. Tous, quand ils sont devenus riches, ils l'ont été parce qu'ils sont des ingénieurs intelligents. Ils ont créé Apple, ils ont créé Microsoft, ils ont créé Facebook, ils ont créé Amazon. Maintenant, tout récemment, ils ont créé je ne sais quoi encore. En Chine, ils créent Alibaba. C'est ça, la richesse aujourd'hui, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les nouvelles technologies. Et c'est là, l'économie, la richesse, c'est totalement déconnecté de la production matérielle. Donc, quand vous entendez des gens dire que les Occidentaux viennent chercher nos matières premières, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand nous parlons de Barkhane, et c'est à propos de Barkhane qu'il y a justement ce débat-là, mais Barkhane, qui est un avatar de Serval, c'est arrivé au Mali en 2013. Si l'enjeu des matières premières du Mali c'était important, mais pourquoi il serait arrivé en 2013? Il ne serait pas parti ou il serait venu sous une autre forme. Quand les terroristes ont lancé leur assaut sur Bamako, tous les chefs d'État africains de l'Ouest ont supplié les autorités françaises pour qu'elles interviennent les arrêter. Le Mali était souverain, non? Pourquoi il ne s'est pas défendu en vertu de sa souveraineté? Et pourquoi les Africains ne sont pas allés à la rescousse du Mali? C'est tous les Africains qui ont supplié, dans Allah. Hollande, il faut intervenir. Et Hollande était intervenu. Vous vous souvenez du résultat qu'on a eu? Et ils sont restés, les pauvres, parce que, bon, il fallait qu'ils restent. Ils sont 3000 à peu près. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Elle a fait ce qu'elle a appelé le EUTM, European Union Training Mission, qui consistait à dire que l'armée malienne était très faible, il faut la former. Comme ils ont formé les nôtres, là, dont je vous ai parlé. Mais là-bas, ils ont formé 40 000 soldats, dont ils ont équipé une bonne partie. Qu'est-ce qu'il revient aux Maliens de faire? N'est-ce pas de s'organiser pour se passer des autres, et des Européens et des Français? C'est leur devoir. Est-ce que quand ils sont venus, c'est pour dire que nous allons... Est-ce qu'on leur a dit de venir chasser les terroristes, c'est-à-dire chasser de façon radicale? Est-ce que le terrorisme est quelque chose... Ce n'est pas un concept, comme dirait Mélenchon. Je l'ai entendu avant-hier faire une très belle intervention à l'Assemblée nationale française. Ce n'est pas un concept, c'est des hommes sur des motos. Est-ce que c'est éradicable? Mais il revient à nos États, à nous, de faire en sorte que, une fois que nous avons assisté, nous nous passions de cette assistance. Et quand j'entends les Africains, et j'en suis vraiment déçu et triste, dire que
Ils sont restés 9 ans, ils n'ont pas mis fin au terrorisme. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour mettre fin au terrorisme, nous les Africains? C'est à eux vraiment, à 3000 personnes. Est-ce que nous ne restons pas dans un rapport de complexe vis-à-vis des Occidentaux, qui eux peuvent tout faire, mais nous rien du tout? Non, on doit se départir de cette mentalité. Ils sont restés dans le cadre de la coopération avec les Maliens et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le communiqué fait par le chef d'état-major du Mali, il y a de cela 5 jours, dans lequel il louait la coopération avec la France et avec Barkhane. Et quand il y a eu le coup d'État d'août 2020, les militaires qui sont arrivés au pouvoir ne se sont jamais plaints des Français et n'ont jamais demandé leur départ. Je me souviens même de la déclaration du comme-chef de Barkhane qui dit que depuis que les nouvelles autorités sont là, nous avons une meilleure coopération avec l'armée malienne. Donc les choses partaient tout à fait normalement, jusqu'à ce qu'il y ait eu un deuxième coup d'État. Des gens qui ont dit qu'ils vont rester 5 ans. Et la France a dit qu'elle ne peut pas cautionner ça. Ils ont dit qu'ils vont réduire la voilure. Ils sont en train de faire eux-mêmes leur propre réflexion pour savoir, au fond, est-ce que ça a un sens qu'ils restent comme ça tout le temps au Mali? Ils ont dit on réduit la voilure, donc on va prendre nos forces qui sont à Tessalit, à Kidal et à Tombouctou. Le Premier ministre malien a dit « Ah, on nous abandonne en plein vol ». Vous voyez, il n'a pas demandé qu'ils partent, il dit qu'ils nous lâchent. Et la polémique a commencé jusqu'à ce que ce soit envenimé et qu'ils aient décidé de leur propre chef de partir. Mais on présente cela comme s'ils ont été chassés. La France que nous connaissions, nous, les gens, les militants tiers-mondistes des années 80 et 70, la France que nous connaissions et que nous avons combattue était une France qui soutenait le coup d'État. C'était une France qui soutenait tous les coups d'État, tous les coups tordus qui sont arrivés en Afrique. En tout cas, nous qui avons été nourris à ces théories-là tiers-mondistes de l'époque et qui étaient relativement justes, nous accusions la France de tous les péchés d'Israël. Mais cette fois-ci, la France dit que je suis contre le coup d'État. Mais on la traite comme si c'était la France de Foccart. C'est-à-dire que la France n'est plus une réalité, mais elle est un concept aussi. C'est irréfragable, ça ne change pas, quelles que soient ses caractéristiques, quel que soit le temps, quel que soit le lieu. La France est la même, c'est un ogre. Mais si c'est un ogre, est-ce qu'on peut chasser un ogre? On n'aurait pas pu le chasser. Donc j'ai dit ça tout simplement pour que les gens relativisent. Nous avons, nous, au regard de ce qui s'est passé au Mali, et sachant que si les Français et les Européens quittent le Mali, d'où nous viennent tous les terroristes qui agressent nos populations de Walam, qui agressent nos populations de Bani Bangou, qui agressent nos populations de Lanzuru, de Daïoru, de Abala, de Filengue et de Tilia, si elles s'en vont, il y aura un vide qui va accroître les menaces sur nous. Et nous avons, dans le cadre de la réflexion au niveau de la CEDEAO, décidé qu'il serait bon peut-être qu'ils ne quittent pas l'Afrique, mais qu'ils y restent. Nous avons 2 organisations en Afrique de l'Ouest. On a le G5 Sahel et on a ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, qui regroupe le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Donc, dans le cadre du G5 Sahel et de l'initiative d'Accra, nous avons rencontré le président français et nous sommes convenus à notre demande. C'est nous les demandeurs. C'est nous les demandeurs, hein, il faut le savoir.
Ce n'est pas eux qui veulent nous imposer, je ne sais pourquoi ils nous imposeraient quoi, pour qu'ils restent dans le Sahel et qu'on voit comment on peut les déployer. Ils nous ont dit que Barkhane, sous sa forme initiale, c'est terminé. Des effectifs nombreux, c'est terminé. Et nous avons accepté. Nous avons accepté pourquoi? Parce que moi, qui était ministre de l'Intérieur, qui était ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, qui ai assisté à toutes les réunions du Conseil national de sécurité de mon pays et qui ai rencontré beaucoup de personnes qui s'occupent de ces questions-là, je sais que Barkhane a eu d'excellents résultats au Mali. Je vais vous lire. Serval a tué 600 terroristes. Serval, c'était la première forme de Barkhane. Barkhane a tué 2223 djihadistes. Ça fait 2800 djihadistes. Vous savez que dans la guerre, un homme n'est pas égal à un homme. Je parle sous l'autorité des militaires. À la guerre, les hommes sont très différents. Ils sont très différents. 10 hommes ne valent pas un seul. Et ce qu'on tue, c'est en général ceux qui s'exposent, ceux qui se battent, ceux qui prennent des risques. Même dans un mouvement terroriste, ceux qui sont lâches, ils fuient. Donc ils ne sont pas un danger. Celui qui meurt, c'est celui qui s'est battu. Mais ils ont fait plus que cela. Ils ont tué les principaux chefs des organisations terroristes. Al-Morabitoun, ça c'est l'organisation originelle de Iyad Aghali. Ils ont tué Ahmed El-Telemsi en 2014, Omar Ould Hammaha en 2014, Abu Dujana Al-Qasimi en 2016. À Akmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ils ont tué Hamada Aghamma, dit Abdelkirim Al-Targhi en 2015. Abu Nour Andalousi en 2016. Jamil Okosha, dit Yahya Abdelhamman en 2019. Abdel Malik Drougdel, tout simplement. C'est-à-dire le patron algérien d'Akmi, lui-même, il a été tué en territoire malien, l'homme le plus dangereux qui puisse exister. À Ansar ad-Din, ah oui, le Morabitoun, c'était le truc, je me suis trompé, le Morabitoun, c'était l'organisation de Mokhtar Belmokhtar, Mokhtar Lawar. Il a fui, lui. Ils l'ont tué, les Français l'ont tué en Libye. Ils l'ont pourchassé, ils l'ont tué en Libye. C'est un terroriste aussi. Ansar ad-Din, qui est celle de Iyad, ils ont tué Ibrahim Ag-Nawalan en 2015 et Esse Agwarakoulé en 2015. Le JNIM, Jamaat Nasrat l'Islam wal Muslimin. Ils y ont tué Abu Hassan al-Ansari, 2018. Malik Agwa Nassat, 2018. Saïd Dagdag, dit Abdelrahman al-Maghribi, 2018. Abu Mohammed Aksidi Moula, 2018. Al-Mansour Ag al-Qasim, 2018. Ba Ag Moussa, 2020. Bay Ag Bakabo, 2021, celui qui a tué Ghislaine Dupont. Ils ont tué à l'État islamique, là, notre adversaire à nous, qui est dans la région de Menaka et qui nous nuit depuis Ayoru jusqu'à... Et d'ailleurs même du côté de la rive droite. Ils ont tué Al-Mahmoud Agbaï di Ikare, c'est un Daousak, ils l'ont tué en 2021. Ils ont tué Issa al-Sahraoui, qui est leur Ghadi, en 2021. Ils ont tué Abu Abderrahman al-Sahraoui en 2021. Ils ont tué Abu Walid al-Sahraoui, le chef lui-même, en 2021. Et vous savez, ça c'était parce que nous avons insisté à la réunion de Pau, ou à la réunion de N'Djamena, c'était Pau, n'est-ce pas, monsieur le Premier ministre, où on a dit que la cible doit être l'État islamique dans le Grand Sahara. Je ne peux pas être malhonnête, mes frères, pour dire que les gens qui ont ces résultats-là, ils n'ont rien fait. Parce que je n'ai jamais imaginé que leur vocation était d'éradiquer le terrorisme.
Le terrorisme n'est pas éradicable. Mais le terrorisme, ceux qui doivent lutter contre, c'est nous. Et ils doivent venir en appoint. Ils doivent venir en soutien de ce que nous faisons. Mais pas qu'ils fassent le travail à notre place. J'ai eu à dire devant le président Macron, et ça se répète pour que ça se relève comme une contradiction de ma part, que nous n'avons pas besoin de force au sol. Je le pense. Je le pense, nous n'avons pas besoin de force au sol. Moi, j'ai mes militaires, j'ai mes FDS. Mais j'ai besoin de leur concours à eux. Et ça ne peut pas être par satellite, hein. Il faut qu'ils soient au sol eux aussi. Mais une composante au sol réduite, avec des capacités aériennes. Et la formule de force spéciale, c'est ça Takuba. Takuba, c'est quand à Lyon, en juin, après nos déboires à Inates en décembre 2019, et notre hécatombe à Chinagodar en janvier 2020, il y a eu une réunion à Lyon, le président Issoufou a rencontré le président Macron pour lui dire « Notre situation est très difficile, il faut nous aider ». Et c'est comme ça que le président Macron a accepté de mettre 600 hommes supplémentaires dans Barkhane. Et c'est à partir de là qu'il a essayé de convaincre les pays européens dans le cadre de la réflexion que l'Europe fait sur ce qu'ils appellent l'Europe de la défense. Ça, c'est un débat qu'ils ont. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Ça leur rappelle, eux, Européens, qu'ils ont besoin d'une même politique de défense pour faire face à des ennemis qui pourraient être la Russie, qui pourraient être d'autres pays, plutôt que de penser que c'est l'OTAN qui doit leur régler leurs problèmes, l'OTAN étant dominée par les États-Unis d'Amérique. Il y a ce débat-là en Europe. Et vous avez des courants intellectuels et politiques qui préconisent qu'il y ait une Europe de la défense. Et le président Macron a essayé de les motiver pour leur dire on a une bonne occasion ici, nous pouvons monter des unités qui peuvent être opérationnelles et qui peuvent être utiles. Pourquoi c'est l'Europe qui intervient dans le Sahel et non les États-Unis, et non la Chine, et non les autres? C'est parce qu'ils considèrent que nous sommes voisins et que si le terrorisme prospère ici, nos économies seront détruites et cette violence peut se transporter chez eux. Mais la destruction de nos économies, ça va pousser aussi beaucoup d'Africains à migrer vers l'Europe parce que c'est la porte de sortie tout simplement. Et donc, ils considèrent que les problèmes de l'Afrique sont à certains égards leurs problèmes à eux aussi et qu'il fallait qu'ils nous aident. Et ils nous aident dans le cadre de ces opérations. Ce sont des Estoniens, des Tchèques, des Danois, des Italiens, des gens qui parfois ne connaissent même pas l'Afrique, mais qui sont mobilisés pour venir aider les pays africains à se stabiliser. Et donc, nous ne pouvons pas invoquer notre souveraineté pour dire que nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux. Pas pour qu'ils nous règlent les problèmes, mais pour qu'ils nous aident. Si demain, on conclut un accord, ça va être un accord technique qui va être conclu dans ses aspects opérationnels par des militaires. Nos militaires vont dire ce qu'ils veulent. J'ai donné mon accord, je leur ai dit, si vous acceptez de venir, ce n'est pas que je leur dise, vous venez. Non, non, non. Ce n'est pas qu'ils me disent qu'on va venir. Non, 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 non plus. Si vous acceptez de venir, c'est moi qui formule la demande. Vous serez à Walam, vous serez à Yoru, vous serez à Bankilare. À qui ça va faire mal? Hier, mercredi, Barkhane a frappé des terroristes à Boulkagou, ici au nord-ouest de Samira. Ils ont tué un chef. Ce sont les gens qui nous mettent les mines antipersonnelles. Ils ont été tués. Abdul Wahab a été tué, leur chef. Est-ce que ça fait du mal à des Nigériens, ça? Quel est le Nigérien à qui ça fait mal qu'on tue 9 terroristes, dont des artificiers, des gens qui savent faire les engins explosifs?
improvisés, qui nous tuent nos soldats. Vous voyez, ils ne nous tirent pas avec des fusils hein, sur la rive droite. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais c'est des mines qu'ils nous placent. Moi, j'ai affaire à des ennemis dont la caractéristique, c'est de ne pas forcément de s'en prendre à notre armée, mais à nos populations. Nous n'avons pas les moyens de garder tous nos villages. Malgré tous nos efforts, vous savez, moi, si j'avais assez d'argent, j'aurais acheté plus d'hélicoptères, j'aurais enrôlé plus d'hommes, je les aurais entraînés dans des académies encore plus, où ils auraient été plus performants. Mais ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas l'idéal de la réalité. Ma réalité, elle est déterminée par mes moyens limités. Et mes militaires, ils sont 12 000 qui sont dans des opérations. Ils font 4 mois. 4 mois. Si à côté d'eux, je peux placer 600, 700 Européens qui ont des hélicoptères, qui vont travailler avec eux, c'est ça l'esprit de Takuba. Au Mali, ils travaillent avec les FAMA. Et ça va être ça aussi Barkhane, parce que eux-mêmes, ils ont fait leur évaluation et ils ont compris le fait qu'ils soient à part et qu'ils agissent seuls, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien perçu, donc, et ce n'est même pas bien efficace. C'est-à-dire quand vous prenez des Nigériens, ici au Niger, qui eux-mêmes prennent des guides, parce que dans chaque région, il faut prendre des gens qui connaissent le terrain et que vous opérez ensemble, vous avez des résultats. Nous allons bénéficier de leur armement, nous allons bénéficier de leur hélicoptère, nous allons bénéficier de leur capacité aussi, parce que ce sont des armées d'élite, leur niveau est très, très élevé. Il est très élevé, même pour leur propre armée. Et nous avons un adversaire, je vous dis, dont le mode d'opération, c'est celui que je vous ai décrit, mais qui, contrairement à toutes les formes de rébellion qui ont jusqu'à présent existé sur Terre, a des équipements comme jamais une force rebelle n'en avait disposé. Les terroristes auxquels nous avons à faire face, ce n'est pas Issa Boula quand il était rebelle. Lui, il avait une seule Kalachnikov, il n'avait presque pas de véhicule. Maintenant, ils ont de RPG. Maintenant, ils ont de M80. Ils ont des armes du niveau de ce que nous avons. Ils ont des armes du niveau de ce que nos militaires ont. Ça, c'est le contexte. Ça vient de la Libye, ça ne coûte pas cher et ils pillent les vaches, vous voyez, non? Donc ils pillent partout où ils sont. Et ensuite, ils ont derrière eux des gens qui viennent d'Irak, qui viennent de Libye, qui ont beaucoup d'argent et qui les soutiennent. Vous pouvez concevoir que les terroristes de par le monde, hein, ils s'appellent Wilayat Afrique al-Gharbiya, Wilayat je ne sais quel autre Kedib. Et eux, ils sont entre eux, ils se soutiennent, mais nous pouvons nous priver de soutien de nos partenaires. Ça n'a pas de sens. Moi, mon devoir, c'est d'assurer la quiétude à mes compatriotes, où qu'ils soient. Et ceux qui m'aident pour mon économie, s'ils peuvent m'aider pour alléger le fardeau à mes militaires, les aider, eux, ils ne disent pas non. Ce sont des compatriotes qui à New York, qui à Abidjan, qui en France, qui en Belgique, qui sur les réseaux sociaux, ils intoxiquent les gens pour leur dire « mais eux n'ont aucune responsabilité, si quelqu'un meurt, eux, ils sont tranquilles. » Mais moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je jurais dans cette salle-là sur le Saint-Coran que je ferais de mon mieux. Et c'est ça mon mieux. J'ai fait plus que ça. Depuis que je suis venu à la tête de l'État, je me suis dit, ces jeunes gens-là qui sont dans le terrorisme, qu'est-ce qu'ils veulent? Je les connaissais déjà à travers les fiches de renseignement. J'ai décidé de les aborder. J'ai cherché le parent biologique de chacun d'entre eux. 9 chefs. Je leur ai envoyé des émissaires.
Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? À quoi ça vous sert? Ça fait longtemps que vous êtes dans ça. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Kuduba Kougani. Ça ne vous rapporte rien. Je suis allé chercher des gens à Sokoto pour les envoyer les voir. Je leur ai envoyé des émissaires qu'ils ont rencontrés à Birnin Kebbi. J'ai parlé avec certains, j'ai reçu d'autres. Je suis en train de leur expliquer que ce qu'ils font n'est pas bien. 9 chefs terroristes que j'ai identifiés et je les ai assaillis, j'ai libéré, on m'a conseillé de libérer des prisonniers que j'ai enlevés de Koutoukale, que j'ai directement reçus au palais de la présidence de la République. Parce que je cherche la paix. Parce que je cherche la paix. J'ai informé les responsables de mes forces de défense et de sécurité. J'ai pris ces décisions dans les réunions du Conseil national de sécurité. Et je suis là. Vous sentez une légère accalmie. Je ne désespère pas, je ne perds rien. Si ça marche, c'est bien. Mais je me suis dit que je ne dois pas laisser nos enfants égarés sans que je tente quelque chose. Et sans que je leur parle le langage auquel ils doivent pouvoir être sensibles. Je ne ménage aucun moyen. Je libère, je ne peux pas savoir combien j'ai libéré. J'ai libéré au moins 7 à 8 personnes qui à Koutoukale, qui à Kolo, que j'ai envoyé. En ce moment, j'ai plein d'émissaires dans toute la zone. J'ai identifié les Tolébé, j'ai identifié les Djelgobé, il y a même un Germain parmi eux. Mais tous tant qu'ils sont, je leur ai envoyé leurs parents. J'ai essayé de réconciliation dans les villages. À Tingara, nous avons réconcilié les gens là qui m'embêtent dans l'Anzourou. J'essaie de régler ça. Je me débrouille comme je peux. Parce que c'est mon devoir, moi. Parce que je suis là pour ça. Tout ce qui peut m'aider à ramener la paix dans mon pays, tout ce qui peut aider à alléger le fardeau sous lequel ploient nos militaires, je vais l'utiliser sans complexe. Sans complexe, croyez-moi, je n'ai pas de complexe. Moi, je suis lucide, je suis dans un rapport totalement décomplexé avec qui que ce soit. La France. La France. J'ai l'habitude de le dire. Entre la France et nous, il y a une mine d'uranium qui produit 2000 tonnes par an. La tonne se vend à 50 000 francs CFA, ça fait 100 milliards de francs CFA. Mais j'ai tout mon uranium, personne ne veut investir pour l'exploiter. On ne peut pas me dire que la France qui achète son uranium au Kazakhstan et au Canada veut m'imposer des choses parce qu'il y a l'uranium au Niger. C'est moi qui les supplie pour qu'ils me fassent Imouraren. Mais eux, ils refusent. Non, quand on ne comprend pas les choses, on ne dit pas n'importe quoi. Je n'ai aucun complexe, ce sont mes alliés, je travaille, mais pour la souveraineté de mon pays, parce que la première de nos souverainetés, c'est d'assurer la paix à nos citoyens. Donc moi, je ne néglige rien, le dialogue. Je fais le pari, je peux le réussir, Inch'Allah, je prie Dieu, et vous aussi, priez Dieu pour moi, priez Dieu pour notre pays, priez Dieu que ce dialogue-là marche. Priez Dieu que ce que nous allons faire avec nos alliés marche. Nos alliés, nous, on n'a rien contre eux. On nous dit qu'il faut changer d'alliés, mais je veux bien. Je veux bien. Moi, nous, tous nos avions de guerre, les Sukhoi, le peu que nous avons, on l'a acheté à la Russie. Les hélicoptères que nous avons, que ce soit les Mi-17, les Mi-35 ou les Mi-171, nous les avons achetés à la Russie. Si vous voyez un autre hélicoptère français, c'est qu'ils nous l'ont donné. Mais avec les Russes, on les a achetés. Et donc, je suis prêt, si aujourd'hui les Russes me disent que nous voulons, nous aussi, vous former des forces spéciales, nous aussi, nous voulons vous aider, nous sommes prêts à les aider. Mais une société
de sécurité privée. Je n'ai pas les moyens de la louer, de louer ces services, parce qu'il semble que ça coûte $10 000 le mois, le soldat. Ça ferait, pour 1000, ça ferait 7 milliards, 6 milliards et demi, 7 milliards les déplacements et tout ça. Mais si j'ai 7 milliards par mois, moi je mettrais ça pour acheter des hélicoptères à mes militaires. Vous avez vu le concours qu'a lancé le ministre de la Défense, 400 ingénieurs pour l'armée de l'air. 400 ingénieurs. Et nous ne sommes pas allés en France ou aux États-Unis pour acheter les avions de guerre. Nous sommes allés en Turquie, qui est un pays avec lequel ils ne s'entendent pas très bien. Vous le savez. Donc, pourquoi vous pensez que nous sommes obligés? Je vais en Turquie pour visiter mes drones, mes avions, mon système de radar, mais je n'ai rien acheté à la France, je n'ai rien acheté à l'Allemagne, je n'ai rien acheté. Si j'étais soumis à eux, je l'aurais acheté chez eux, quand même c'est beaucoup d'argent. Non, nous n'avons pas de relation de soumission. Et j'entends ce procès qu'on a fait contre le Mali. Pourquoi nous serions contre le Mali? Non, on est contre un régime. Tout comme le président Alpha Oumar Konaré avait exigé que nous soyons renvoyés de l'OIF en 1996, quand le président Barré avait fait son coup d'État. Tout comme le président Alpha Oumar Konaré avait refusé d'entrer dans la salle du sommet de l'Organisation de l'Union africaine en 1999, tenu à Sirte, où le Niger était représenté par son premier ministre Hassan Ibrahim Mayaki. Ibrahim Hassan Mayaki. Il a dit « je n'entre pas ». Il a fallu qu'on sorte la délégation du Niger pour que lui, il entre. Est-ce que vous avez entendu un seul Nigérien dire que le président Alpha Oumar Konaré n'aime pas le Niger? Non. Il est contre un régime du Niger qu'il trouve illégitime. Nous aussi. Nous, notre régime-là, c'est nous qui avons pris beaucoup de risques pour dire que Kidal, vous vous souvenez de l'intervention du président Issoufou? Kidal sont nos voisins, ce sont des gens qui auraient pu être considérés comme des gens dangereux. Mais on est contre. J'ai été ministre des Affaires étrangères quand le Mali était faible. Je l'ai défendu, je n'ai pas changé d'éthique, moi je ne veux pas changer. Nous sommes contre un régime. La preuve, maintenant, ils sont en train de discuter. Ils vont accepter une transition de 12 mois. Est-ce que c'était difficile qu'ils l'acceptent pour que nous ne prenions pas ces mesures-là? Ce n'était pas difficile. Mais nous n'accepterons pas un régime militaire qui voudra rester. Nous n'accepterons pas ça parce que nous ne l'avons pas accepté pour notre pays, souvenez-vous. Nous avons été victimes de ces mesures de la CEDEAO sous le président Tanja quand il a fait Tazarché. Est-ce que vous avez entendu un seul d'entre nous dire que la CEDEAO n'aime pas le Niger ou combat le Niger? Quand le général Salou a fait son coup d'État, aussi les mêmes mesures ont été prises. Mais dès qu'il a accepté qu'on aille dans une transition rapide, elles ont été levées, c'est ce qui va se passer. Le jour où ils vont accepter une transition comme nous le voulons, comme la CEDEAO le veut, on va lever les mesures. Donc vraiment, ce sont des choses sur lesquelles je voulais apporter des clarifications. Je vais regarder mes notes au cas où j'ai oublié quelque chose. Je n'ai rien oublié. Voilà. Vraiment, l'objet de cette rencontre, c'est vous donner toutes les informations dont les citoyens ont besoin pour comprendre nos efforts, pour comprendre ce que nous faisons, pour comprendre ce que nous voulons. Et il y a un seul fil directeur. Un seul fil directeur. C'est l'intérêt de notre pays. C'est l'intérêt de notre pays. Moi,
je me suis engagé en politique à l'âge de 18 ans. J'ai perdu beaucoup de camarades que la vie a fauchés. Et à chaque fois que j'agis, je me souviens d'eux. Et je me dis, je dois être digne de ce que nous avons, quand nous étions jeunes, décidé de faire ensemble. Croire à notre pays, nous battre pour notre pays. Nous sommes distraits par ces problèmes d'insécurité, mais nous y faisons face avec honneur. Avec honneur. C'est trop. Ça n'a jamais été vu. Ça n'a jamais été vu. Quel est le pays qui est entouré par des pays comme nous le sommes? D'IFA, la situation s'améliore. À pareil moment, chaque année, vous avez eu une incursion par le passé qui nous a fait de dégâts. Cette année, il n'y en a pas. Il n'y a que des enlèvements, c'est du banditisme. Et je vais aller à DIFA. Nous avons formé 500 gardes d'éléments recrutés sur place il y a de cela 2 ans. En ce moment, nous avons 500 autres qui sont en train d'être formés. J'ai dit au haut commandant de préparer. Et je vais aller avec le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major. Nous allons aller à DIFA. Nous allons faire des choses millimétrées. Nos 1000 jeunes gardes-là, je vais les disposer dans tous les villages pour que des voyous ne viennent pas nuitamment prendre des femmes et des filles, les enlever, les garder là-bas pour demander des rançons. DIFA, on va s'en occuper comme ça, avec nos propres forces. Avec nos propres forces, nous tenons le bon bout à DIFA. Nous le tenons très bien. Ici, ce qui va se passer au Mali, on ne sait pas. Quand ils vont se retirer, s'il est possible que nous ayons d'alliés qui vont nous aider, on va leur demander de venir. Ils seront avec nous, ils vont opérer avec nos forces. Ce sont des discussions techniques qui auront lieu avec nos militaires. J'ai pris cet engagement. C'est ma prérogative. C'est ma prérogative. Constitutionnellement reconnue. Mais comme les gens nous font ce procès, que le peuple n'est pas d'accord, que le peuple souverain n'est pas d'accord, le peuple, il a une représentation. C'est l'Assemblée nationale. Vous savez, depuis longtemps, on nous fait ce procès, que nous engageons notre pays sans aviser l'Assemblée nationale. Nous signons des accords sans informer notre Assemblée nationale. Nous entendons ça. Nous lisons notre Constitution. S'il y avait une seule disposition que nous aurions violée en nous comportant comme ça, on aurait pu mettre ça en évidence et engager les recours qu'il faut, parce qu'il y a une Cour constitutionnelle pour arbitrer. L'article 168, les articles 168 et 169 de la Constitution, ils nous font obligation de soumettre à l'Assemblée nationale pour donner l'autorisation de la promulgation d'une loi lorsqu'on signe un accord de défense ou un traité de paix. C'est tout. Or, ce que nous avons fait, ce n'est pas des accords de défense. C'est des arrangements juridiques sur le statut des personnels, c'est des accords de coopération. Ils n'ont pas vocation à passer devant l'Assemblée nationale et être adoptés sous les espèces d'une loi. Non. Mais cette fois-ci, comme on nous intente un grand procès comme ça, nous avons dit on va régler le problème en le soumettant à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Et nous sommes obligés de faire des contorsions, en l'occurrence. Nous sommes obligés d'engager la confiance du gouvernement. C'est-à-dire que nous prenons même des risques. C'est la seule façon qu'il y a. Parce que c'est un enjeu. Vraiment, il y a tellement... Vous avez beaucoup d'Africains oisifs qui sont frustrés en Europe, aux États-Unis, qui relèvent de pays où les dirigeants sont là depuis toujours, où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas d'alternance, mais qui nous donnent la leçon, qui nous intentent de procès et qui disent que nous sommes des dictatures, que nous sommes des valeurs de l'impérialisme, etc., etc. Notre peuple, il est représenté par l'Assemblée nationale. Et on va demander à l'Assemblée nationale
Est-ce que vous êtes d'accord avec les arrangements que nous allons faire quand des partenaires à nous seront disponibles pour venir nous aider dans la guerre que nous menons contre le terrorisme? Utiliser leurs hélicoptères, utiliser leurs compétences, leur faire prendre des risques, parce que quand même il y a eu 59 Français qui sont morts au Mali. Ici aussi, quand ils vont venir, ils vont mourir. Mais ce n'est pas des armées d'occupation. Pourquoi ils occuperaient le Niger? Pourquoi en faire? L'uranium, il est là, ils n'ont pas besoin de l'occuper, ils n'ont qu'à venir, ils refusent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'or, le pétrole, les Chinois l'exploitent. Nous avons des Algériens qui ont fait des prospections, qui ont découvert. Nous avons une petite compagnie anglaise qui est venue, qui a trouvé du pétrole. Et les blocs, ils sont là. Quiconque veut, vient. C'est un commerce kaswati, bakoumibani. C'est quoi les matières premières en question? Nos richesses en question? Nous sommes un régime libre. L'économie est totalement libéralisée. Celui qui veut investir, c'est pour son profit, il n'a qu'à venir investir. Mais le contexte de notre environnement, où vous avez en Libye un État qui n'existe pas à notre frontière, un État qui n'existe pas au Mali à notre frontière, un État perturbé au Burkina, nous ne savons pas ce qu'il en sera, beaucoup de difficultés le long de notre frontière avec le Nigeria, que ce soit sur Maradi et Tawa ou que ce soit sur Difa. Dans ce contexte-là où nous avons beaucoup d'orpaillage et beaucoup de facteurs de violence dans le nord, nous avons plusieurs centaines de soldats qui s'occupent de l'orpaillage parce que vous avez des acteurs violents qui viennent du Soudan, qui viennent du Tchad, qui viennent de la Libye. Dans ce no man's land-là, nous avons une armée qui est là aussi, qui est très mobilisée. Dans ce contexte où nous sommes interpellés partout et où nos militaires sont au four et au moulin, vous avez des Nigériens pour nous dire que si vous acceptez que des gens viennent vous assister, c'est que vous êtes des vendus. Ils se trompent. Nous ne sommes pas des vendus. Nous ne serons jamais des vendus. Nous avons une histoire de lutte, de combat, d'engagement politique sous-tendu par une éthique qui n'a jamais été prise en défaut. C'est très clair et je suis sans complexe. Merci beaucoup.